Salut à tous, c'est Nalix. Vous voulez savoir comment j'ai découvert 2 hommes en colère? Mhm. Bah je vais vous le dire. Il y a un temps où je regardais beaucoup de films, ça allait généralement de 1 à 3 par jour. Ouais, j'étais un branleur. Ça n'a pas changé. Le problème quand tu envoies de temps, c'est que tu puisses vite tes idées de films à voir. Il me fallait donc une liste. Et j'ai donc tout de suite pensé au site Sens Critique qui en propose de toutes sortes car tout le monde peut en faire. Mais j'ai pris les 100 films préférés de la communauté selon le top 10. D'ailleurs voici le mien actuellement si ça vous intéresse, c'est loin d'être définitive. Mais c'est pas tout, car j'ai aussi pris les 111 films les mieux notés de Sens Critique là où figure en première place 12 hommes en colère. C'était peu intéressant. Ouais mais j'avais besoin d'une introduction. Commençons. 12 hommes en colère ou 12 Angry Men à l'américaine, sorti en 1957, réalisé par le regretté Sidney Lumet pour la version qui nous intéresse, on va y revenir. A noter que c'est son premier film, donc c'est quand même très fort, le film raconte l'histoire de 12 jurés qui vont devoir délibérer le sort d'un jeune homme de 19 ans accusé de parricide. Selon le verdict qui doit être obligatoirement unanime, l'accusé va soit être condamné à mort, soit acquitté. Et ceci nous est dit dès le début, donc dès les premières minutes, l'enjeu qui est assez gros, on parle de la vie d'un homme est posé. Après ça, les 12 jurés seront emmenés dans une pièce fermée à clé, là où se passera tout le film. On est donc dans un huis clos, c'est-à-dire un film où tout se passe dans le même lieu, comme Shining, Reservoir Dogs ou The Thing, pour ne citer que. Et ce huis clos va aider à la montée en tension du film, mais on va reparler de ça, car un vote est fait et tout le monde est d'accord pour dire coupable. Tout le monde, sauf un. Juré numéro 8, joué par Henry Fonda, connu entre autres pour Il était une fois dans l'Ouest. Et tout va se jouer autour de ça. D'ailleurs, après ça, certains jurés vont dire pourquoi ils ont dit coupable, et donc tout ce qui inculpe l'accusé, ce qui va donc permettre de nous aussi avoir un avis sur la situation. Avis qui, comme les autres jurés, va possiblement changer, car ce sera le but de Fonda, on est donc actif au film. D'autant plus qu'on peut facilement se reconnaître parmi l'un des jurés, sachant qu'ils sont tous différents. Ça va d'un entraîneur de foot américain assez calme, d'un mec au chômage ayant grandi dans le même environnement que l'accusé, à l'horloger démocrate réservé avec des origines étrangères, en passant par une personne âgée sage à la retraite. Car en plus de ça, on connaît le métier de tous les jurés, mais on peut en apprendre sur eux envers certains détails. Comme à ce moment où 2 personnages disent qu'ils ne suent jamais malgré la chaleur. Pardon, monsieur. Vous ne suez jamais? Non, c'est rare. Et bien selon moi, ça veut dire que ces 2 personnages en question ont particulièrement confiance en eux. On peut aussi remarquer par exemple que Henry Fonda est entièrement habillé en blanc. Ça peut paraître anodin, mais c'est forcément symbolique, ça peut représenter la pureté, la justice ou l'innocence, ou les trois carrément. Et les détails, il y en a plein, car juré numéro 8 va jouer sur ça et va tout retracer point par point, détail par détail pour possiblement faire dire non coupable aux autres jurés. Et vous aurez remarqué, j'ai dit juré numéro 8 et pas le nom du personnage, tout simplement parce qu'ils en ont pas. Ils ont pas de nom? Si, ils ont un nom évidemment, mais ils le disent jamais pour pas nous perdre dans ce déjà grand flot d'informations. Mais ça ne nuit pas au film, au contraire du coup, car malgré ça, les échanges et le film restent quand même fluides. Il y a assez d'informations pour nous garder, mais pas trop pour éviter de nous perdre. Et dans un huis clos aussi petit, c'est juste 2 pièces, et bien c'est important de bien gérer les éléments limités à ta disposition. Et dans ces éléments en question, il y a la réalisation, comme dans tout film. Sidney Lumet n'a pas appris en faisant des films, il possédait déjà une grande connaissance lors de la création de 12 hommes en colère. Car même si ce n'est que son premier film, si ce n'est son premier projet, malgré ça, ce dernier possède ses techniques pour nous maintenir happés. Par exemple la tension qui est là due au scénario et à l'acting, mais aussi grâce à la lumière qui va s'assombrir, prétextée par un orage, et ça va donner un côté dramatique. Plus ça avance et plus les plans de caméra vont être serrés, et des gros plans sur les visages vont arriver, donnant aussi une plus grande importance au dialogue je trouve. D'ailleurs, Sidney Lumet a sorti un livre intitulé sobrement Faire un film. On voit que le réalisateur a confiance en sa connaissance et à ses compétences et a raison. Car apparemment, après sa mort, un journaliste a dit que les directeurs d'écoles de cinéma n'auraient plus rien à enseigner si les élèves lisaient ce livre, car il serait tout. Mais ce qui nous tient aussi dans le film, c'est tous ces moments marquants. Pour en citer un, je pourrais dire la scène du couteau, là où Fonda plante un couteau sur la table pour contre-argumenter un propos. Waouh! De quoi? Bah ça fait peur! Attends, tu vois les images? Bah oui. Ça veut dire que tu es dans ma tête? Ouais. Je pense à quoi? À la mort. C'est bien ça. Ceci en a d'ailleurs fait l'affiche du film, et c'est normal. Et il y a aussi tous ces votes, savoir si l'un des 12 jurés va décider de dire non coupable, ou au contraire, passer de coupable à non coupable, et encore à coupable, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. On peut juste se faire des intuitions au fil du film, quand on en apprend plus sur la personnalité des personnages. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé à la toute fin où alors qu'on connaît encore aucun nom, le vieux sage va voir Henry Fonda pour lui demander son nom, qui sera Monsieur Davis, et Monsieur McCardle pour le sage. Et ceci nous rappelle que si ce jeune homme de 19 ans n'a pas été accusé et tué à tort, c'est en très grande partie grâce à eux, et savoir leur nom nous donne une plus grande importance à leur égard. J'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le remake est aussi bon que l'original? Merci pour la transition. Je ne fais que lire le script que tu m'as... La réponse est... Mais tu coupes pas la part. La réponse est... Sombre fils de pute. Oui, le téléfilm est très bon et fidèle, et pas un simple recopiage avec une meilleure image, d'ailleurs il est plus long, mais non, il est pas aussi bien que celui de 1957. J'ai personnellement trouvé ce dernier plus charmant et impactant. Mais je vous conseille de regarder celui qui vous attire le plus, ça reste globalement le même film. Bref, conclusion.
Ce film est un pur chef-d'œuvre maîtrisé de bout en bout. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à lui trouver ses défauts, si ce n'est que c'est prévisible, et encore. Je m'y attendais pas, mais je me suis vu porté par le film du début à la fin, et ce par l'intrigue, le scénario, les scènes, ses personnages et j'en passe. 12 ans en colère mérite sa 5ème position de mes films préférés. Un truc à dire sur le film, Christo? Non. Bien, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, moi je vous souhaite un bon Noël, cette vidéo est mon cadeau, j'espère qu'elle sera pas trop bâclée par le peu de temps que j'avais pour la sortir le 24. Merci Christopher d'avoir participé à la vidéo, c'est vraiment sympa de ta part. Mais je t'en prie. Allez tous voir sa chaîne, hein, lien en description, dans le bouton i et en fin de vidéo, il fait un très bon contenu. Et aussi bonne année en avance. Ne vous surestimez pas, prenez des résolutions pas trop grandes et raisonnables que vous améliorez au fil des jours, semaines, mois, années, décennies, siècles, Ta gueule. À la Au revoir tout le prochaine. monde. Ciao.